Donc, je suis Thérèse Coureau, je suis maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, membre du Centre d'études ibériques et ibéro-américaines. Et je suis spécialiste de littérature et culture latino-américaine, plus particulièrement de l'Argentine. Et je travaille sur des productions littéraires et sur l'activisme artistique des femmes féministes et queer. Donc, ma thèse s'intitule L'ordre sexué du discours, le positionnement de Luisa Valenzuela dans le champ littéraire argentin. Je l'ai soutenue en septembre 2012 à l'université Toulouse-Le Mirail, c'était l'ancien nom de l'université Jean Jaurès, et sous la direction de Michel Soriano. Alors, avant qu'on entre dans le sujet de cette thèse, le pourquoi du sujet de cette thèse et comment tu l'as conçue et comment tu as souffert en la concevant, j'aimerais que tu me parles de tes 2 pourquoi l'espagnol et pourquoi enseignante? Tu vois, ça, c'est une nouvelle question que je pose maintenant à tout le monde. Je voudrais savoir, pourquoi vous êtes allés dans cette voie? Est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un? Est-ce que c'est des toda la vida, de toute façon pour toi, c'était une évidence de faire, l'école? Donc raconte-moi un peu. Alors, l'enseignement, pour moi, c'est une histoire de famille. Mes parents sont enseignants et de manière plus large, je viens d'une famille d'enseignants. Donc, c'était une des projections possibles qui permettait en fait de conjuguer à la fois cette espèce d'avidité de savoir que j'ai toujours eu et une sécurisation économique, on va dire. Donc, c'était une projection qui a fini par s'imposer. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais enseigner. Je suis passée par plusieurs phases. Ça a été les lettres, la philo, même le sport. Ça a été le doute jusqu'au bout entre le sport et autre chose. Et puis, l'espagnol, ça a fini par s'imposer. Euh, Moi, je l'ai plutôt vécu comme un moyen, l'espagnol, qui m'a permis de connaître, de découvrir les cultures et les littératures, les courants de pensée latino-américaines. Et je crois que c'est vraiment cette richesse, cette densité, cette effervescence des cultures latino-américaines qui a été déterminante dans le choix d'une spécialisation. Plus qu'une langue, en fait, c'est une ère culturelle, une tradition de pensée qui m'a déterminée à finir par choisir la spécialisation en espagnol, et plus particulièrement sur l'Amérique latine. Alors Voilà. là, après quand même quelques années de pratique, à la fois d'enseignante et Oui, d'enseignante américaniste, pas de regret? non, aucun regret, aucun regret. Je me sens très, très privilégiée d'avoir la chance de pouvoir continuer à aller à l'université tous les jours pour transmettre évidemment, mais surtout peut-être pour continuer à apprendre, à réfléchir collectivement, à travailler à faire circuler le savoir. C'est une grande chance. Je me suis d'abord projetée dans le secondaire, évidemment. Quand je me projetais en tant qu'enseignante, je me suis projetée dans le secondaire. Et puis, une fois que j'ai eu les concours, le CAPES, l'agrégation, je me suis pris à rêver à l'université et c'est un rêve qui s'est concrétisé. Mais c'est un privilège, donc non, évidemment, aucun regret. Alors parlons de ton parcours. Donc, Mm. je suppose que tu as fait comme tout étudiant en espagnol, la licence, je ne sais pas si toi tu es une jeunette, donc tu dois avoir fait un master 1, un master 2 et pas les maîtrises et le DEA. Ah, maîtrise DEA. Donc j'aimerais que tu nous parles de maîtrise et DEA, en particulier le choix des sujets de mémoire. Est-ce que tu étais déjà sur les rails de l'Argentine, sur les questions féminines, de discours, artivisme et compagnie, ou c'est après que tu en es venu là? Alors, oui, j'ai eu un parcours très classique, vraiment classe préparatoire, licence d'études hispaniques et hispano-américaines. La maîtrise LDEA, la dernière année, je suis la dernière promotion de maîtrise, avec le CAPES agrégation entre les deux, puisqu'à l'époque, c'était comme ça que ça se posait. On passait souvent les concours avant de poursuivre. Euh, et le choix du sujet de mémoire. Alors moi, mon sujet de thèse, en fait, il naît avec la maîtrise.
D'accord. puisque je travaillais déjà sur la littérature argentine et je travaillais déjà sur Luisa Valenzuela. Donc ça a été vraiment un sujet qui m'a accompagnée, même si le corpus et le focus a évolué, qui m'a accompagnée dès la maîtrise. Mmh. Ça a été vraiment une rencontre avec une autrice, avec des textes que m'avait proposé Michel Soriano à l'époque, puisque Michel Soriano m'a également accompagnée. J'ai été très fidèle à la fois sur le sujet et sur l'encadrement de mes travaux. Donc, ça a été une rencontre avec des textes de Luisa Valenzuela, qui est une autrice argentine de la génération des années 30-40, donc ses premières écrivaines à avoir vraiment participé à la construction d'un positionnement des femmes dans le champ littéraire à une période très importante pour l'Argentine, qui est celle des années 70-80 et qui correspond à la période dictatoriale. Et donc, ce choix-là, avec les premières lectures que j'ai fait des textes de Valenzuela, l'été qui précédait ma maîtrise, hein, donc je sortais tout juste de la licence, je voulais travailler sur la littérature de la dictature, donc c'est un sujet très classique pour les études littéraires argentinistes. Et j'ai découvert des textes où j'ai croisé en fait des questions qui sont classiques dans la littérature argentine, comme la question de l'autoritarisme, de la violence d'État, etc., mais qui venaient complexifier ces questions parce qu'elles les croisaient avec la question de la violence patriarcale. Mmh. Euh, et c'était des textes qui sont venus m'interpeller, en fait, que j'ai trouvé très denses, très riches, hein, que je ne comprenais pas totalement. Et voilà, c'est des textes qui venaient interrompre un petit peu mes routines de pensée et notamment m'ouvrir à la perspective des études de genre. Donc, je me suis inscrite dans cette approche d'analyser d'abord un roman de Luisa Valenzuela depuis une perspective de genre. Un de ses romans qui s'intitule La Travessia et qui est très métadiscursif et qui réfléchit lui-même sur comment se positionne une femme écrivaine. Et puis, j'ai poursuivi en DEA avec un autre corpus de Luisa Valenzuela, où j'ai travaillé sur les récits brefs. Et après, en thèse, ça a donné lieu, ça a ouvert vers mon sujet de thèse. Alors Voilà. justement, qu'est-ce que tu cherchais quand tu t'es parce que là, du coup, tu avais quand même une bonne Mm, expérience de l'auteur, hein, même mm, si tu t'étais concentré sur quelques textes et puis là, il fallait que ça prenne davantage d'ampleur, tu savais où tu allais. Bon oui. et tu est-ce que tu mesures un décalage ou pas? Tu vois, il y a une grande continuité entre ce que tu cherchais au départ quand tu as lancé ton projet et finalement les conclusions vers lesquelles tu es arrivé? Ah oui, je pense que quand j'ai lancé le projet, alors au départ, en fait, l'évolution entre la maîtrise, le DEA, où j'étais vraiment centrée sur l'analyse des textes, et la thèse, c'est que la thèse m'a permis de proposer une analyse en fait de l'inscription de cette écrivaine dans le champ littéraire, avec une contextualisation beaucoup plus large. Et en fait, dans ma thèse, je cherche à comprendre de manière plus générale, la manière dont les pratiques littéraires des femmes de cette époque, hein, des années 70-80, vont négocier avec le masculinisme dans le champ, la, la, on va dire la régulation patriarcale de l'accès au discours, puisque le champ littéraire est comme de très nombreuses sphères, un champ qui a été historiquement construit sur l'exclusion, du moins la marginalisation des femmes. Donc il y avait cet enjeu en fait plus global et Luisa Valenzuela venait comme une étude de cas pour réfléchir à ces questions plus générales sur la manière dont le discours féministe en littérature travaille à l'élaboration de nouvelles scènes de parole qui vont permettre une rénovation des imaginaires genrés, des scripts de la sexualité, etc. Donc il y avait vraiment un enjeu en fait
de relecture depuis une perspective de genre de l'histoire littéraire. Et Luisa Valenzuela, qui était une autrice que je connaissais bien, dont je connaissais bien les textes, que je connaissais, que j'avais eu l'occasion déjà d'interviewer avant même voilà, le début de ma thèse, me permettait d'avoir une étude de cas que je maîtrisais pour venir étudier cette question, parce que c'est une question évidemment qu'on peut travailler à partir de corpus très très variés, pour venir étudier cette question à partir du cas de Luisa Valenzuela, de la manière dont elle s'inscrit dans un sous-champ qui est très spécifique, qui est celui de la littérature dite anti-autoritaire de la dictature, en fait. Voilà. Et dont elle se positionne dans ce champ-là. Parce que ça demandait en fait une reconstruction de comment le champ littéraire argentin s'est construit sur l'exclusion des femmes. Comment même dans les sphères intellectuelles de gauche, anti-autoritaires, il y a une reproduction de l'exclusion des femmes, du masculinisme. De comment une autrice s'inscrit dans un champ, mais à partir de réseaux parallèles et de réseaux de femmes. Donc voilà, il y a tout ça aussi dans ma thèse qui n'est pas exclusivement centré sur Luisa Valenzuela, mais vraiment sur son positionnement dans le champ. C'est vraiment ça l'objet de ma thèse. Donc oui, j'ai évolué entre une perspective centrée sur les textes à une perspective de comprendre comment, à partir des textes, parce que vraiment je me centre sur la fiction, puisque l'objet de ma thèse, en fait, c'est que je cherche à démontrer comment tout ce travail d'autorisation discursive qu'ont à fournir les femmes, les autrices, en raison de cette marginalisation historique du champ littéraire, il se joue dans la fiction. Voilà, ça c'est vraiment la thèse de ma thèse. Il se joue au niveau de la manière dont, dans la fiction, les autrices vont venir retravailler les imaginaires énonciatifs et dont la fiction, dont ce travail sur les imaginaires a un impact réel sur les conditions de possibilité de l'accès des femmes à l'énonciation. Voilà. Ça, c'est vraiment le cœur de mon travail de thèse et que j'ai poursuivi après, évidemment. Alors donc ça veut dire que, parce que tu vois, là, évidemment, moi, je me préparais à te poser la question, donc tu t'es détournée de l'analyse textuelle au bénéfice d'une espèce de enfin non, j'enlève espèce péjoratif, mais ça n'avait pas vocation à être péjoratif. D'inscription dans l'histoire littéraire, dans le question de réception, et cetera, et cetera. Or là, d'après ce que tu dis, et j'aimerais bien que tu me donnes un exemple précis je sais pas, par exemple, dans les modalités Ouais. de la focalisation, la voix, que sais-je, ou la description, ou enfin, disons l'utilisation des outils, les Ouais. modalités de la narration pour, alors je ne sais pas si tu parleras d'écriture prothétique ou compensatoire, je ne sais pas, mais qui permet de porter ce que tu es en Ouais. train de dire, les stratégies de contournement ou de décalage, de récupération, appropriation. Voilà, raconte-moi un peu comment ça fonctionne dans le texte. Oui. Alors, moi, je travaille depuis l'analyse du discours, c'est-à-dire vraiment, je ne fais pas de l'histoire littéraire, je travaille à l'articulation entre le texte et ses conditions d'énonciation. Ouais. Ce qu'on appelle l'embrayage du texte sur ses conditions d'énonciation, en fait, en analyse du discours. Et ce qui m'intéresse, alors, on peut travailler cette question à différents niveaux du texte. On peut le travailler, par exemple, au niveau des scènes génériques et pour analyser la manière dont, par exemple, les autrices investissent du type de genre littéraire particulier. Et il y a des enjeux de genre très importants parce que on sait qu'historiquement, il y a une répartition genrée, en fait, des genres littéraires entre voilà, les sujets plus politiques qui seraient plus masculins, ce qui relèverait plus du domaine de l'intime, qui serait féminin, etc. Donc, on peut retravailler, on peut analyser la manière dont, par exemple, les femmes seraient approprient les genres type journal intime, etc., en le déplaçant vers la question politique. Voilà. Donc, on peut se situer au niveau de la scène générique, ce que j'ai pu faire, mais de manière plus centrale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle les scénographies du discours, c'est-à-dire la manière dont les autrices vont investir spécifiquement l'instance énonciative et surtout, alors on le trouve beaucoup dans la littérature des femmes des années 70-80, ce qu'on j'appelle des scènes méta-énonciatives, donc où elles mettent en scène des autrices écrivant
Donc, bon, c'est des scènes qui sont très métaleptiques hein, et qui se situent vraiment à l'articulation entre la fiction, parce qu'on est dans la fiction, et tout un discours qu'elles vont développer à partir de enfin, tout un imaginaire plutôt énonciatif qu'elles vont développer à partir de la fiction pour autoriser leur propre positionnement dans le champ littéraire. Donc, j'ai surtout travaillé les figures d'autrices Personnage. depuis voilà. Alors, en tant que personnage et en tant que voix, en fait, C'est ça. en tant que voix qui porte une énonciation, de manière à voir comment, dans la fiction, une part centrale, en fait, même de la trame hein, fictionnelle, vient déplacer ce que j'appelle l'ordre sexuel du discours, qui est le titre de ma thèse, c'est-à-dire quelque chose qui est fondamental dans le patriarcat, c'est la régulation de qui parle, à qui a le droit de parler, de quoi, comment. Et où? Voilà, Et où? et où, depuis quelle position, dans quel cercle, en respectant quelles frontières, quels espaces, etc. Donc ça, c'est un des piliers des rapports de genre. Et c'est vraiment ces questions de genre et d'énonciation qui m'intéressent, mais depuis la fiction. Vraiment, je travaille sur les scénographies fictionnelles, les scènes de parole. Voilà. C'est donc depuis le texte. Et alors quand on fait une thèse, bien sûr, on commence par faire l'état de l'art. Dire Mm. voilà, la question, voilà le corpus, voilà la question que je me pose et on en est là de ces sujets. Et est-ce que tu as l'impression qu'avec la perspective que tu as adoptée, parce que c'est des outils et méthodologies, tu as l'impression de remonter le courant critique? Voilà, tu avec ton petit canoë, tu remontes pour, déformater des lectures, des réceptions et cetera? Ou est-ce qu'au contraire, tu as accompagné le mouvement, simplement tu as complété l'acquis? Donc tu étais dans le bras de fer ou tu étais dans l'adhésion? Alors, sur l'état de l'art, disons que euh, je dirais à la croisée des deux, parce qu'il y a toute une tradition critique hein, d'analyse féministe de la littérature, et notamment en Argentine, c'est quand même un des pays qui a développé une pensée critique en études de genre et une relecture critique de la littérature depuis les études de genre. Donc, évidemment, je n'arrivais pas dans un champ vierge, pas du tout. Luisa Valenzuela est une autrice qui a été très travaillée, notamment aux États-Unis. Donc, il y avait une relecture de l'état de l'art sur laquelle je me suis à la fois appuyée et également avec laquelle je polémique, alors au sens scientifique, hein, parce que la plupart des lectures de cette autrice, et c'est très daté, enfin c'est très marqué années 80 en fait, ont été euh, c'est des textes qui ont été lus depuis des notions d'écriture féminine, voilà, avec une lecture qui pour moi était relativement essentialiste, voilà, qui s'inscrivait dans une en tout cas qui s'inscrivait dans une perspective théorique différentialiste, qui cherchait à comprendre quelles étaient les spécificités du féminin dans l'écriture, ce qui n'est pas ma perspective. Mmh. Donc voilà, je me suis à la fois inscrite dans une filiation de tout un courant qui m'a porté, dont le travail a permis que tout simplement je sois là, que un sujet comme celui que j'ai posé en thèse soit possible, donc à qui je dois énormément. Et puis, c'est comment dire, le cours normal des recherches. Hein. On fait avancer, ou en tout cas, on essaye d'interroger, et puis ça aussi avec l'avancée des études de genre, des épistémologies féministes. Je propose aussi une relecture, de déplacer la perspective de lecture traditionnelle de ces écrivaines des années 80. Voilà. Est-ce que Donc, tu as l'impression qu'il y a vraiment un point où tu lèves un contresens grâce à la perspective que tu adoptes? Ou alors, pas nécessairement un contresens critique, mais tu vois, la portée d'un livre qu'on aurait, d'un roman ou d'une nouvelle, je crois qu'elle a écrit, pas mal de ouais. nouvelles aussi, hein, où tu dis: «Non mais là vraiment, sans ça, on comprend pas l'intérêt de cette scène, on comprend pas l'élaboration de ce personnage, pourquoi il y a cette description à cet endroit-là, pourquoi l'excipit c'était» voilà, est-ce que vraiment il y a eu une dimension révolutionnaire à ton travail sur, pour comprendre l'œuvre et peut-être plus que l'œuvre, l'importance de l'auteur dans l'histoire littéraire argentine?
Oui. Alors, il y a peut-être deux points, je dirais. Il y a un point qui porte vraiment sur Luisa Valenzuela, qui est une écrivaine qui est un peu mal aimée en Argentine parce qu'elle s'est exilée aux États-Unis. Et alors ça a été très mal vécu, évidemment, étant donné le rôle des États-Unis dans les dictatures du cône sud. Les auteurs qui sont exilés aux États-Unis ont été ostracisés. Voilà. Ce que je propose aussi, c'est de complexifier la question depuis la prise en compte de cette marginalisation des femmes qui crée d'autres réseaux, en fait. C'est-à-dire que si on prend que le contexte dictature, autoritarisme, on comprend mal pourquoi un exil aux États-Unis. Si on complexifie avec le contexte de censure qui pèse sur le discours des femmes, et pas seulement des femmes contre la dictature, on comprend mieux que les années 70-80, c'est un moment où se développent les réseaux féministes et où il y a des réseaux parallèles transnationaux qui permettent aux femmes de s'inscrire dans les champs intellectuels, les champs de la création, du savoir, littéraire, etc. Et il y a une effervescence à cette époque-là aux États-Unis Ben oui. qui permet d'expliquer en fait que l'exil soit vers les États-Unis et pas un exil plus noble vers l'Europe, etc. Avec toute la mythologie des écrivains exilés, voilà. Donc ça, je pense qu'il y avait une complexification à faire qui peut-être a permis, et je l'espère, à certains de se réconcilier avec des autrices un peu mal aimées. Voilà, ça c'est un élément important. Et peut-être juste un deuxième, ce serait sur cette question du féminin qui en fait est très limitante et à mon sens, oui, peut conduire à des contresens sur des textes. Parce que c'est des textes qui fondamentalement, pour le dire très simplement, questionnent la construction du féminin. Et si on cherche à y voir comment ces textes reconstruisent le féminin, on perd en fait le profit d'une lecture qui est constructionniste, portée par la fiction, quoi. Voilà. Ouais, je comprends très bien. Et alors, parle-nous un peu du corpus. Ça représente, que tu as choisi, ça représente quel volume? Et puis surtout, j'aimerais bien savoir si tu l'as travaillé et même si tu l'as pas fait, est-ce que ça se périodise par rapport aux questionnements que tu avais? Oui. Alors, le corpus, ça représente une dizaine de romans à peu près. Qui sont en fait j'ai travaillé sur la production romanesque de Luisa Valenzuela D'accord. j'ai fait quelques comparaisons avec des essais, des récits brefs, d'autres types de textes, des micro-récits aussi. C'est une autrice qui a exclusivement écrit de la prose, hein, donc il n'y a pas de poésie, Mmh. pas de théâtre dans son œuvre. Et j'ai pris l'œuvre romanesque. Les récits brefs et les micro-récits, je les avais travaillés par ailleurs. Donc c'était un corpus assez conséquent, mais bon, un corpus correct pour un travail de thèse. Euh, et sur la question de la périodisation, c'est intéressant parce que oui, c'est un corpus qui va de la fin des années 60 au début, le dernier roman que je prends en compte, je crois qu'il est de 2010, j'ai soutenu en 2012. Donc, on est sur une période quand même assez vaste. Euh, et c'est intéressant de travailler les périodisations justement parce que, en tout cas, depuis une lecture de l'histoire littéraire des femmes qui est essentiellement, enfin celle qui circule, c'est une version essentiellement européenne et nord-américaine. On a une certaine habitude de certaines périodisations. Donc il y a la deuxième vague dans les années 70, etc. Puis après il y a un creux. Et c'est vrai que quand on se déplace vers l'Amérique latine, ces périodisations, ça permet de remettre en question aussi ces périodisations qui sont très européocentrées. Les années 70, en Argentine, on est en pleine dictature militaire, donc c'est pas tout à fait le post-68 français.
c'est des contextes très différents et forcément, donc ça c'était intéressant parce que ça permettait aussi de questionner la manière dont on écrit l'histoire littéraire et l'histoire de l'art, dont on pose des périodisations, dont on pose des courants et dont on postule une certaine universalité de ces courants. Et puis au final, quand on réintègre l'Amérique latine dans cette histoire, on se rend compte que voilà, c'est plus compliqué que ça, et ça vient enrichir ces périodisations. Voilà, ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est une prise de conscience en fait de mon propre européocentrisme. Euh, voilà. Que tu dois déplacer à mesure que tu avances, que tu t'américanises. Et alors sur ces 10 romans-là, c'est lequel qui est ton préféré encore aujourd'hui? Ah, ça c'est une question difficile. Euh, Et de ton point de vue, disons, tient le plus le cap, ouais. pour ces questions-là, celui où tu te dis pas: «Oh là là, ça a pris un sacré coup de vieux», voilà. Alors, j'ai une affection particulière pour un roman, un des derniers romans qui est de 2010 et qui s'intitule El Mañana. C'est un roman qui est très intéressant parce que c'est une sorte de fiction utopique qui projette en fait utopique et dystopique à la fois qui en fait projette l'avènement d'une dictature dans le champ littéraire où les autrices sont assignées à résidence, etc. Donc ça retravaille un peu l'histoire de la dictature. C'est un roman qui a fait énormément polémique, on lui a beaucoup reproché d'établir ce parallèle-là parce qu'elle travaille l'articulation entre l'autoritarisme dictatorial et patriarcal dans le champ intellectuel et dans le champ des lettres. Et c'est un roman, je suis arrivée pour la première fois en Argentine quand ce roman venait d'être publié et j'ai eu la chance de pouvoir suivre Luisa Valenzuela dans sa tournée de promotion Ah ouais, super. du roman. Donc voilà, j'ai une affection aussi particulière parce que j'ai pu suivre de près voilà, ce que représentait encore aujourd'hui, en 2010, c'est hier, un discours assez radical sur les violences symboliques, mais qui ont un impact très réel, que subissent les femmes dans les champs du savoir et dans les champs artistiques. Voilà. Et alors, Donc, pour les jeunes écrivaines, d'aujourd'hui, argentines, tu vois, Arwitz et cetera là, c'est qui Valenzuela? Elle s'en revendique, elle s'en revendique pas? Elles la lisent, elles la lisent pas? Enfin, tu vois, est-ce que c'est la mamie, qu'on a abandonnée dans l'histoire, la généalogie des féminismes, de temps en temps on lui tapote sur la joue en disant: «Merci beaucoup» ou tu vois, c'est quelqu'un qu'on met en avant? alors, je crois qu'il y a un rapport complexe avec Luisa Valenzuela, qui est à la fois reconnue comme une pionnière. Elle l'a été. Ça a été une des premières, la première à ouvrir, par exemple, la Feria du Livre à Buenos Aires. Enfin, elle a quand même eu un rôle moteur dans l'histoire de la littérature des femmes en Argentine. Après, c'est quelqu'un qui vient du milieu de l'aristocratie lettrée portegne, Oui, c'est euh, vrai. qui faisait partie du cercle. Alors, sa mère était elle-même écrivaine, très amie de Borges. Voilà. Donc, il y a ce rapport ambigu qu'ont beaucoup d'écrivaines, en fait, actuelles, avec les pionnières, celles qui ont ouvert la voie. C'est vrai pour Victoria Ocampo, par exemple. Il y a cette même ambiguïté avec ces figures de femmes très fortes, mais qui à la fois étaient voilà, très bien aussi installées dans les milieux de l'aristocratie lettrée. Mmh. Voilà, donc je pense qu'il y a ce rapport ambigu qui est très courant en fait aussi et qui est très propre à l'Argentine, d'avoir toujours un rapport assez polémique à l'héritage et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette littérature. Et alors maintenant, j'aimerais que tu nous parles, alors mis à part, le rôle important, on voit bien, elle t'a mis sur les rails, à la fois d'une auteure et de questionnement et d'outils théoriques. Donc son rôle, tu peux y revenir si tu as envie d'en reparler, lui rendre hommage. Est-ce qu'il y a eu d'autres gens qui ont joué un rôle important, tout au long de ce processus
d'élaboration, d'écriture d'une thèse? Oui, alors évidemment, bon, rôle central de Michel Soriano qui m'a accompagnée, qui m'a mis sur les rails et qui m'a accompagnée tout au long de mon parcours, hein, de la maîtrise jusqu'à l'habilitation à diriger des recherches. Donc vraiment, elle m'a accompagnée pendant 20 ans dans la construction de mes recherches. Je, alors, je ne sais pas s'il y a une personne en particulier. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été très importantes et peut-être que c'est un réseau, en fait. Peut-être plus qu'une personne, je mettrais en avant un réseau. Euh, parce que alors je crois vraiment à la dimension collective de la recherche. Euh, on aime bien parfois penser la recherche comme le produit un produit individuel, un peu sur le modèle du génie créateur qui inventerait. Voilà, il y a tout un héritage hein, de moderniste, très français aussi, dans notre mythologie de la recherche. Mais je pense que vraiment, la recherche est un produit collectif, quoi. Et les recherches que j'ai menées sur les enjeux du genre dans les champs culturels et littéraires, hein, elles ont pris forme, elles ont pris sens dans des réseaux locaux, ce qu'on appelait l'axe genre du CEIBA, avec Michel Soriano, Marie-Agnès Palesi, Alexis Yiannopoulos, le groupe de doctorantes qu'on était, des réseaux nationaux, internationaux, qui sont investis par des chercheurs qui portent ces sujets qui les ont rendus possibles, et ça c'est essentiel. Le groupe de recherche Arpège qui fédère les études genre à Toulouse, dans lequel j'ai inscrit aussi, qui m'a beaucoup appris. Le séminaire lecture du genre qu'avaient fondé Monica Zapata et Michel Soriano, qui a été aussi très fondateur dans mes recherches. Et dont j'ai repris le flambeau aujourd'hui. Voilà, c'est tout un réseau en fait qui m'a porté intellectuellement, qui m'a construite professionnellement, humainement aussi, affectivement. Ça va bien au-delà de mes sujets de recherche. Hein. Voilà, tout un rhizome qui ont orienté mes recherches et que j'essaye aussi d'alimenter, évidemment, en retour. Donc voilà, le réseau féministe des études de genre et des études de genre latino-américanistes. Et c'est vrai qu'à Toulouse, c'est un gros point fort que vous avez. Vous êtes vraiment à la pointe sur toutes ces questions. C'est bien. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors, elles peuvent être spécifiquement liées à ton sujet ou des difficultés générales. Tu peux faire partie de ces pauvres doctorants qui ont du mal à écrire. Et alors, il faut vraiment tirer, tirer pour s'arracher une phrase. Et donc, parle-nous de ça et puis des éventuelles solutions, petits trucs que tu as trouvés pour régler les problèmes que tu as rencontrés. Alors, les difficultés, alors déjà, dans le cadre, hein, j'ai quand même eu de la chance, beaucoup de chance, parce que j'ai échappé à une des difficultés majeures du doctorat, qui est celle du financement et des difficultés économiques que peuvent rencontrer les doctorants, puisque j'ai eu la chance d'avoir un poste d'ATER durant les 4 années de ma thèse. J'étais agrégée à l'époque, c'était possible de financer une thèse avec 4 ans d'ATER. Donc voilà, j'étais tranquille hein, financièrement et cette difficulté-là, qui est une des difficultés majeures aujourd'hui à laquelle sont confrontés les jeunes chercheurs, je ne l'ai pas vécue. J'ai plutôt des facilités dans la rédaction, dans la lecture, dans la rédaction. Donc ça aussi, c'est une chance. Hein. J'ai pas véritablement souffert de l'écriture hein, parce que, alors peut-être aussi parce que je fonctionne beaucoup dans le patchwork, c'est-à-dire que j'écris en fait Oui. au fur et à mesure que je lis, et puis après j'assemble tout ça, je réécris beaucoup, je travaille beaucoup dans la réécriture. Et ça évite un petit peu le problème du jour où on commence à écrire sa thèse hein, et où on ouvre un document Word avec une page blanche. Hein. Je fonctionne pas comme ça. Je lis et j'écris en même temps, ce qui fait que, bah, au final, c'est de l'assemblage, c'est de la réécriture, hein, c'est de la relecture, et c'est beaucoup moins angoissant. Enfin, pour moi en tout cas. Mais peut-être que
la difficulté principale à laquelle j'ai été confrontée, je pense que c'est celle de me sentir autorisée, de me sentir légitime. En fait, celle de l'autorisation du discours qui est aussi au cœur de ma thèse. Hein. C'est le sujet même, enfin, c'est central à un autre niveau, mais c'est central dans mon sujet de thèse. Voilà, ce qu'on appelle parfois le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, l'expression est très parlante parce que ça résume bien cette expérience d'illégitimité que l'on peut ressentir lorsqu'on présente son travail de recherche, la première fois qu'on prend la parole dans un colloque, qu'on répond à un appel à article, hein, voilà, c'est qu'on donne son premier cours à la fac, hein, alors qu'on est très jeune. Hein, mais en même temps, ça, voilà, c'est. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est une expression qui est parlante, hein, mais en même temps, ça psychologise un peu et bon, ça invisibilise le fait qu'évidemment, ça concerne surtout les femmes, les personnes qui viennent des classes populaires, des personnes racisées. Bon, voilà, il y a toute une dimension politique aussi à cette illégitimité. Et c'est une des difficultés majeures auxquelles sont confrontées de nombreuses étudiantes, hein, et d'autant plus quand elles travaillent, ce qui était mon cas, sur des sujets qui ne sont pas a priori autorisés, comme c'est le cas de la littérature des femmes, des littératures latino-américaines, donc des périphéries culturelles, voilà, des littératures sexo-dissidentes, queer, etc. Il y a tout un travail de légitimer son sujet. Alors, il faut toujours légitimer et justifier son sujet, mais en plus de la justification, il y a tout un travail de légitimation qui s'articule voilà, son propre travail de légitimation à soi. Et moi, ça a été une de mes difficultés majeures, me sentir autorisée à prendre la parole et à considérer que j'étais légitime à intervenir dans le champ de la recherche. Et il t'est arrivé de te sentir embarrassée de dire sur quoi tu travaillais? Au début, oui. Oui, c'est sûr qu'au départ, c'est difficile parce qu'on sait qu'il va y avoir une réception assez mitigée du sujet. Alors, ça dépend hein, dans quel cercle. Il y a des cercles qui sont plus protégés, plus sûrs pour parler de ses recherches, et puis d'autres qui sont plus compliqués. Et quand on arrive, alors c'était vrai, ça a beaucoup changé en fait Oui, c'est ce aussi. que j'allais Hein. te dire, oui. Donc voilà, quand j'ai commencé ma thèse, c'était en 2008. Quand j'ai inscrit mon premier sujet sur les études féministes, c'était la maîtrise, c'était en 2005. Ça fait presque 20 ans. Et donc, c'était pas aussi légitime que maintenant. Et travailler sur des femmes latino-américaines, depuis une perspective de genre, qui assumait une lecture féministe, c'était pas toujours facile quand on a 23 ans. Mm. Voilà, c'est. Et tu as eu Donc, des réactions un peu abruptes à ton sujet ou illégitimantes, justement? oui, des questions dans des colloques, des réponses aussi sur des appels à des propositions d'articles où voilà, on me demandait, bon, on pouvait accepter mon article, mais en me demandant de ne pas insister sur l'épistémologie des études de genre. Ah Voilà, oui. ça c'était des modifications que j'ai eu à faire, des réécritures d'articles où on me disait, bon, ben, ça d'accord, mais voilà, des négociations en fait. Ça d'accord, mais bon, cette partie, si on pouvait l'enlever, ce serait quand même mieux. Alors, il y a toujours, hein, au début, ça fait partie du travail d'apprentissage d'un chercheur, hein, qu'on nous demande des corrections sur des articles. Donc ça, c'est tout à fait logique, c'est normal. Mais une part de ces demandes était liée voilà, au défaut de légitimité des études de genre. Mm. Euh, Alors, je voudrais donc, bien revenir sur l'écriture parce que c'est une question qui m'intéresse. Donc, toi, si je comprends bien, tu as commencé à écrire tout de suite. Pour la simple et bonne raison, quand tu commences à travailler et que tu commences à lire, tu écris. mm, Et alors, du coup, tu écris quoi? Le début, le milieu, un petit bout d'un truc qui deviendra le grand 3? À quel moment tu décides que, parce que là, tu as parlé de patchwork, à quel moment tu dis, bon, allez, il est temps de faire de la couture, je sors mes petits morceaux et je combine tout ça? ouais.
Bah, c'est exactement ça en fait. J'écris en même temps que je lis, donc ça peut être un fragment qui se retrouvera au final dans la troisième partie ou un bout d'introduction. Voilà. Alors c'est vraiment quelque chose euh, d'assez singulier dans la mesure où après j'ai beaucoup de fichiers et je commence à coller tout ça à un moment où je commence à avoir assez de matériel, en fait, commence à se dessiner un petit peu un plan. Ouais. Euh, Ça s'écrit beaucoup dans ma tête, en fait, avant d'être écrite sur le papier. Et à partir de là, je vais coller des bouts et réécrire. Et là, je lisse, je réécris, je déplace. Mais c'est vraiment un travail d'écriture, de réécriture. Je réécris beaucoup, en fait. Et il Je y a me du réécris déchet? moi. Il y a beaucoup de déchets Ah dans… oui, il y a beaucoup de déchets, ouais. Ouais, ouais, il y a beaucoup D'accord. de déchets. Il y a Ouais. beaucoup de déchets, oui. Oui, oui, il y a des parties, j'ai des dossiers restes Ça s'appelle qui sont, reste? oui, qui s'appellent restes. Qui s'appellent restes, ouais. Et qui sont, ouais, des fois, il y a des parties entières qui, du coup, ne collent plus, mais qui ont été des parties que j'ai eu besoin d'écrire pour arriver là où, enfin, arriver à formuler d'autres parties qui du coup sont en trop, clairement en trop, parce qu'entre-temps, le sujet s'est déplacé, et qui, au final, n'ont plus lieu d'être dans le travail final. Alors, c'est toujours un déchirement d'enlever des choses qu'on a rédigées, mais c'est souvent nécessaire, en fait. Notamment pour le cadre théorique ou ce genre de choses où on a besoin en fait de se l'approprier, de l'écrire, de se le et puis après c'est très lourd au final. On peut pas le laisser tel quel dans des travaux. Donc oui, je travaille beaucoup comme ça. Je n'écris pas du tout de manière linéaire. Voilà. Et alors, autre question, tu parles de fichiers à chaque fois. Il y a jamais de passage par le papier et le stylo? Non, OK. je n'écris plus du tout. Alors, pendant ma thèse, si, j'avais encore une part d'écriture papier. J'ai encore des fiches que j'ai faites, hein, parce qu'à l'époque, bon, l'ordinateur était quand même Ben oui, bien sûr. moins développé. Mmh. Ça a été très vite, hein, cette évolution. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise à la Bibliothèque nationale à Madrid, c'était encore des fichiers papier Ah, hein, les petits pour casiers et chercher tout. les ouvrages. J'ai Mmh. connu les petits casiers. C'est la dernière génération à les connaître, mais je les ai connus. Mais non, j'ai plus besoin maintenant de passer par l'écrit. D'accord. J'ai d'autres routines en fait. J'ai plus besoin de passer par l'écrit. En revanche, j'écris beaucoup dans ma tête en fait, avant d'écrire à l'ordinateur. Donc ça, oui, ça se joue beaucoup d'abord dans la réflexion. Et j'écris beaucoup dans ma tête en courant, en fait. Voilà, j'écris en courant. C'est peut-être Alors ma justement, spécificité. puisque ça se passe dans ta tête avant de se passer sur ton ordi, est-ce que tu fais partie, alors ça peut pas être autrement, mais je voudrais savoir comment ça se dessine chez toi, de ces doctorants obsessionnels qui ont eu, si ce n'est l'intégralité de la période d'écriture de la thèse, comme ça, au moins des points où tu penses qu'à ça, où tu en rêvais, où tu t'étais à la table familiale, mais tu avais l'œil vitreux, parce que concrètement, tu te disais, comment est-ce que je vais articuler mon petit B du grand A, du grand 3 avec le truc? Ou est-ce que tu étais une chercheuse sereine, quand tu fermais le soir la boutique, tu n'y pensais plus la nuit, etc., etc. Non, oui, il y a une part il y a un caractère obsessionnel dans la pratique de la recherche et il y a toujours une part de mon cerveau qui tourne, Mm. qui tourne en boucle sur le sujet. Donc oui, non, non, je déconnecte pas de mon sujet, je déconnecte plus du réel hein, que de mon sujet. Ouais. Tu en as Oui, oui, rêvé ça ou pas? c'est. Tu as rêvé de ta thèse ou pas? J'ai rêvé de ma thèse. Est-ce que j'ai rêvé de ma thèse j'ai pas de souvenir d'avoir rêvé de ma thèse, non. Non, Il y a un non, moment non. donné, Mais tu t'es dit, d'avoir. vas-y, dis. Non, je dis de rêver, non, mais d'être là, mais absente, en fait, de là où j'étais, parce que je suis dans le monde de ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Ça, c'était vrai et ça l'est encore. Et alors, pendant ces 4 ans, puisque tu as dit que tu avais mis 4 ans pour la faire, Ouais. est-ce qu'un jour tu t'es dit, j'arrête, ça n'a pas de sens?
ou j'y arrive pas? Ah oui, la perte de sens, elle est... C'est difficile, je pense, de travailler au long cours sur un sujet de recherche sans avoir des moments de perte de sens. Euh, alors, je ne sais pas si c'était j'y arrive pas, mais en tout cas, c'était quel sens ça a, quoi. Pourquoi je fais Mmh. ça? Qu'est-ce que ça va apporter? Et ça, voilà, la question du sens, elle était très importante pour moi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille beaucoup sur les enjeux performatifs du discours littéraire, c'est-à-dire concrètement quels sont les enjeux du discours littéraire dans nos fonctionnements sociaux. J'ai eu des moments de perte de sens et je pense que c'est là où justement il y a un enjeu à avoir un sujet qui nous porte, qui nous anime pour faire face à ces pertes de sens, quoi. Je le dis souvent aux étudiants, choisissez un sujet, alors évidemment un sujet qui n'a pas été 100 fois traité, qui est pertinent en matière de recherche, etc. Mais aussi un sujet qui vous anime, qui résonne en vous, parce que c'est ça qui va permettre aussi d'aller au-delà de ces moments où on a envie d'arrêter parce que on ne sait plus très bien pourquoi on fait ça et on ne sait plus très bien comment y arriver, comment arriver au bout. À propos d'arriver au bout, venons-en à la soutenance. Qui étaient les Oui. professeurs qui composaient ton jury? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un magnifique jury de thèse qui était composé de Nadia Mecquar de l'Université de Pau, Monica Zapata de l'Université de Tours, Julio Premat de Paris 8 et Begoña Sáenz Tajafuerze de l'Université de Barcelone. Donc un très beau jury qui couvrait en fait tous les champs dans lesquels s'inscrivait ma recherche, à la fois argentiniste, hein, mais aussi spécialiste de littérature des femmes, d'études de genre. Voilà, donc un beau jury d'experts. C'était, voilà, encore une fois très chanceuse. Alors, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, de la journée? Pas simplement de la soutenance, parce que je trouve que enfin, au début, moi, je posais la question: «Parlez-moi de la soutenance» et à chaque fois, on me ramenait en amont en me disant: «Non, mais alors là, le matin, il m'est arrivé telle chose incroyable, où c'était les grèves, où j'arrivais pas à accéder à la salle» et après, on me raconte des choses incroyables après. Donc prends l'ensemble de la journée. Qu'est-ce que tu as encore en mémoire et les en particulier les sensations? Est-ce que tu avais peur, tu avais pas peur, tu as pleuré, tu as pas pleuré, tout ça? Ouais. Moi, je pense que ce que je garde à l'esprit, c'est de m'être sentie extrêmement chanceuse d'être là où j'étais. À ce moment-là, j'avais pris mon poste dans le secondaire. J'enseignais en collège à Grenoble, en collège international. Donc j'étais déjà, j'avais quitté un peu le monde universitaire. J'étais face à des classes de sixième, de cinquième, etc. Donc j'étais ailleurs. C'était une très belle expérience, mais j'étais plus déjà, Mmh. j'avais plus cette opportunité de consacrer du temps à la recherche. Et vraiment, donc j'avais fait un aller-retour. Voilà, j'étais arrivée vraiment juste. Il fallait que je reparte le lendemain parce que j'avais eu une autorisation d'absence, mais j'avais très peu de temps à consacrer, enfin voilà, à passer sur place à Toulouse. Et j'ai vraiment eu le sentiment de, je me souviens de m'être sentie vraiment chanceuse d'être là où j'étais là, d'avoir la conscience du privilège que c'était de pouvoir consacrer du temps à la recherche, à lire, à réfléchir, à échanger, d'avoir des gens qui étaient là, qui m'avaient lu, qui avaient consacré du temps à ce que j'avais écrit. Quand on y pense vraiment, quand on mesure ce que c'est un privilège extraordinaire. C'est vrai. Donc, voilà, ça, et j'ai eu la chance de le mesurer parce que bah, j'étais déjà partie en fait. Je pense que je ne Oui. l'aurais pas mesuré de cette manière si j'avais encore été sur la fin d'un ATER ou voilà, ce privilège de me dire waouh, c'est magnifique en fait d'être là, quoi. Donc c'était ce qui dominait là, plus que l'angoisse ou Ouais, oui, parce que bon, j'avais eu les pré-rapports qui étaient positifs, hein, donc bon, ça m'avait quand même beaucoup rassurée. J'avais attendu avec beaucoup d'angoisse les pré-rapports en fait. Les pré-rapports m'avaient vraiment rassurée. Ils étaient positifs et je sentais que ça allait être un bon moment, quoi. Ça allait être un moment agréable, hein.
de débat, d'échange. Et à ce moment-là, je maîtrisais vraiment mon sujet. Oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être le fait que j'avais toute une antériorité depuis la maîtrise. Quand j'ai soutenu en 2012, j'avais passé 4 ans sur ma thèse, mais au final, j'avais commencé en 2005, quoi. Donc, Mm. j'avais déjà 7 ans de background. Donc, je me sentais solide, en fait. À ce moment-là, je me sentais solide et peut-être autorisée. Donc, ça a été un moment plutôt agréable. Plus agréable que la soutenance d'HDR ou rien à voir? Très différent, très différent. La soutenance d'AGR a été, alors, bon, encore, évidemment, on a une autre expérience, hein, euh, la soutenance d'HDR a été un moment extrêmement émouvant, peut-être plus que la soutenance de thèse. Parce que je me suis peut-être plus autorisée aussi à être dans quelque chose de plus personnel. Euh, Parce que quand on en arrive à la soutenance d'HDR, on est dans une autre position. Voilà, l'enjeu de titularisation à l'université est derrière, hein, même si après il y a toute une carrière. Je me suis fait vraiment plaisir pour mon HDR, encore plus que pour ma thèse, peut-être. Et oui, la soutenance d'HDR, ça a été un moment aussi exceptionnel. Euh, mais on ressent aussi, enfin, avec une continuité aussi, cette chance d'avoir 7 personnes qui sont là, qui nous ont lus, qui sont là pour nous faire des retours sur notre travail. C'est extraordinaire, quoi. Des personnes qui sont venues d'Argentine, qui se sont déplacées pour être, voilà, pour échanger sur un sujet de recherche. Ouais, c'était un très, très beau moment aussi. Et alors, dans quelle mesure est-ce que tu as l'impression que la chercheuse et l'enseignante que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par le travail de thèse? Euh, alors, pour moi, je pense que c'est assez évident parce que je me suis engagée sur une ligne que j'ai poursuivie. Euh, sur les études de genre, l'analyse de la littérature des femmes, Mmh. et avec une méthodologie aussi, une démarche, c'est-à-dire reconstruire le fonctionnement d'un champ, donc avec une approche, puis l'analyse du discours, reconstruire le fonctionnement d'un champ, comment fonctionnent les rapports de genre dans un champ, comment se construit la marginalisation du discours des femmes et voir après comment les femmes négocient avec tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt dans mon parcours, qui s'est construit avec la thèse et que j'ai poursuivi. Mmh. Donc, ça a été vraiment fondateur de mes spécialités de recherche, même si après j'ai évolué avec d'autres corpus, d'autres périodes. Mmh. Euh, mais fondateur de ma recherche, de mon cadre, des bases de ma recherche. Et puis, de manière plus générale aussi, au-delà de mes spécialités de recherche, de ma manière de voir le monde, hein, de ce que j'enseigne, de ce que je transmets, de ce que je suis. Voilà, ça va au-delà aussi de mon sujet de recherche. Et justement, en tant que C'est prof, concrètement, comment ça influe ta pratique? Ou au-delà des contenus, parce que les contenus, je vois bien l'usage que tu peux en faire, et bien sûr. En plus, tu dois avoir des écoutes, si tu dois avoir des oreilles réceptives maintenant. Mais dans tes pratiques, dans la façon, je sais pas, d'envisager le rapport entre devant le bureau, derrière le bureau, est-ce que ça a une incidence ou pas? Oui, je pense que ça a une incidence parce que je peut-être de travailler déjà sur la question de l'articulation entre le genre et les discours. Forcément, ça m'oblige à problématiser en fait le cadre énonciatif dans lequel je suis, comment fonctionnent les rapports de pouvoir dans les échanges discursifs. D'autant que dans nos filières, on a beaucoup un public qui est principalement genré au féminin dans les filières. Voilà. Euh, et aussi tout le socle que j'ai d'épistémologie, d'études de genre qui permet aussi d'envisager la question du savoir, pas seulement en termes de production, transmission, mais aussi en termes de circulation.
Et ça, c'est quelque chose qui... et en termes de circulation, par exemple, dans la manière d'accompagner aussi les travaux de recherche, d'envisager plus un accompagnement qu'une direction. Enfin, voilà, c'est tout aussi une manière de voir, d'envisager la production du savoir, quoi. Et forcément, ça a des répercussions sur la manière dont on enseigne, la manière dont on exerce des responsabilités collectives. Bon, pour moi, ça a un impact très large. Ouais, et alors, quand tu vois les petites étudiantes, là, attends, j'enlève petite, là aussi péjoratif. Quand tu vois les étudiantes, les jeunes femmes qui arrivent devant toi, euh, est-ce qu'elles ont une culture féministe, etc. Ou alors tu trouves une absence de conscience, il faut que tu te dises, mais enfin, dans quel monde elles vivent, comment c'est possible de... C'est quoi un peu ton public en rapport avec ces sujets? Alors, souvent, alors c'est très différent entre les cours, quand on met, par exemple, des questions des autrices au programme, hein, où là, vraiment, on a un public très hétérogène, hein, avec des étudiants qui sont très conscientisés sur les questions de genre, et d'autres étudiants qui le sont moins, ou qui sont même dans des postures de résistance, et c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. Mais ça donne lieu dans tous les cas, quelle que soit la posture, ça permet d'éveiller, enfin en tout cas de susciter des questionnements, des Mm. débats, de mettre en évidence le caractère polémique, les enjeux sociaux du discours littéraire. Voilà, la littérature, c'est pas simplement voilà, quelque chose qui serait à côté de la société, un passe-temps. Voilà, c'est quelque chose qui est structurant en fait. Et les imaginaires qui circulent, les imaginaires littéraires, qu'on le veuille ou non, ils nous ont construits. Ils ont pris une part importante de ce qu'on est. Se construit depuis des imaginaires qui circulent notamment en littérature. Donc voilà, quelles que soient les postures, et ça c'est toujours intéressant, c'est toujours très intéressant. Ça donne une autre dimension au cours de littérature. Et après, dans l'encadrement, c'est autre chose parce que les étudiantes qui viennent me voir, généralement, viennent me Oui, chercher pour travailler là-dessus. voilà, sur des questions de genre avec un bagage plus ou moins solide. Mais voilà, elles viennent chercher, elles ou ils ou elles viennent chercher ces compétences pour que je les accompagne sur ces sujets. Oui, tu as un Euh, public acquis déjà. oui, alors sur l'encadrement, oui, j'ai un public acquis, oui. Bon, alors maintenant, arrivons à la question qui parfois est difficile. Est-ce que tu as relu ta thèse? Alors, oui, je l'ai relu dans le cadre de la publication, en fait, Bon, parce que j'ai tiré, je l'ai retravaillé pour publier un ouvrage à partir de ma thèse. Donc, non seulement je l'ai relu, mais j'ai dû la réécrire aussi. alors Donc, combien de temps après? Et décris-nous un peu le processus agréable ou traumatique de te relire et te dire, mais enfin, qu'est-ce que j'écrivais mal ou alors au contraire, enthousiasmant. Oh là là, mais qu'est-ce que cette phrase, elle est extraordinaire, t'es trop forte. alors, je ne l'ai pas publié tout de suite. Je l'ai publié en 2019. Donc, il y Bon, a eu un temps long entre le moment où je l'ai écrite et où je l'ai publiée. Donc, j'avais aussi beaucoup évolué. Donc, j'étais tentée de réécrire beaucoup de choses. J'ai essayé de me limiter. Alors, ce qui a aidé, c'est que j'avais obtenu un financement en fait pour la publication et que, bon, comme tous les financements, ça nous cadre un peu parce que ça pose des dates, hein. Donc, j'avais un temps limité pour retravailler le texte. Ce qui a été le plus dur, je crois, c'est de devoir couper, supprimer. mm, Parce que quand on passe d'un travail présenté pour une thèse ou pour une HDR, c'est pareil, à une publication, bah, ça demande quand même un travail d'adaptation du texte, hein, de manière à ce qu'ils deviennent accessibles, un peu plus accessibles, un peu plus digestes, hein. Et c'est toujours un déchirement de devoir supprimer des chapitres entiers qu'on a mis parfois des mois mm, à écrire. Mais bon,
c'est nécessaire en fait pour que le texte puisse sortir d'un entre-soi très limité et qu'il puisse aller vers un public un peu plus large. Mais ça, c'est très dur. J'ai vraiment j'ai résisté à devoir couper et j'ai essayé par tous les moyens de faire rentrer dans les limites par l'éditeur l'intégralité du texte. C'était impossible. Et au final, j'ai décidé, parce que couper des petits bouts par-ci par-là, je n'y suis pas arrivée. Et j'ai supprimé un chapitre, en fait, un chapitre entier de la thèse. D'accord. Tu as plutôt pris cette option-là. C'est ça. D'accord. Bon, et alors, quels sont les conseils que tu donnes aux jeunes doctorants? Alors, les conseils que je donne aux jeunes doctorants, j'ai la chance d'avoir déjà des doctorantes qui travaillent avec moi, que je co-encadre. Je pense que peut-être le premier conseil, c'est de choisir un sujet, de construire un sujet qui fait sens pour eux, quoi, qui les anime, qui résonne en eux. On parlait tout à l'heure de l'importance, quand on s'engage sur un parcours de recherche long, d'avoir un sujet vraiment qui nous porte pour dépasser ces moments de perte de sens, etc. Mais je pense que surtout, à mon sens, c'est aussi une garantie de qualité de la recherche. C'est-à-dire que la manière dont l'écho que peut avoir un sujet de recherche, ça va au-delà de l'intérêt et qu'on peut y porter. Je pense que c'est une des garanties de qualité, de la rigueur avec laquelle on va pouvoir traiter un sujet. Donc voilà, il y a un double enjeu en fait. Il y a un double enjeu à mon sens. Donc j'essaye de les orienter vers des sujets qui résonnent en elles et qui, voilà, parce que c'est fondamental à mon sens. Je travaille beaucoup depuis les savoirs situés aussi. Et voilà, c'est quelque chose j'essaye de promouvoir auprès des étudiantes. Donc, toi, tu penses que quand on a le bon sujet, après, le reste, c'est de la mécanique ou un peu de psychologie aux bonnes dates. Ouais, je pense que c'est fondamental d'avoir le bon sujet. Le bon sujet, alors il y a le bon sujet de manière dans l'absolu, c'est-à-dire un sujet qui n'a pas trop été traité, qui est porteur, etc. Et puis il y a le bon sujet pour une personne. Pour soi, oui, pour soi. Voilà. D'accord. Et alors, s'il y avait une chose que tu devais changer à ta thèse, ce serait quoi? Un truc que tu regrettes, tu te dis non, mais là, franchement, ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça. C'est une bonne question. Ce que je regrette, peut-être, c'est d'avoir laissé des parties théoriques un peu trop lourdes. Ah oui. Parce que j'ai compris par la suite, et c'est ce que je dis beaucoup aux étudiants aussi, qu'il y a des choses dont on a besoin pour soi, Ouais. qui sont absolument nécessaires, des lectures qui sont fondamentales, mais qui après devraient disparaître, à mon sens, du travail final parce que ça nous éloigne trop. C'est l'échafaudage. Voilà, c'est l'échafaudage en fait. Et cet échafaudage, il faudrait au moins, tout du moins, l'alléger vraiment, parce que sinon, c'est un peu trop lourd, quoi. Mais c'est difficile au départ de distinguer ce dont on a besoin pour soi et ce qui est nécessaire pour la lecture du travail. C'est vrai ça. Oui, c'est vrai. On devrait faire une dernière lecture de la thèse pour se dire enlève l'échafaudage ou en tout cas gomme l'échafaudage. C'est un bon conseil, ça. C'est vrai, c'est très bien. Alors, pour finir, je vais te soumettre à l'exercice infernal qui est d'ouvrir ta thèse et de nous lire la première phrase ou 2 et 3 si c'est plus cohérent pour toi de t'expliquer. Parce qu'après, je vais te demander un commentaire de ce début. Rétrospectivement, qu'est-ce que tu penses de cette attaque? C'était bien, c'était pas bien, c'était scolaire, c'était pas scolaire, c'était vindicatif, le cas échéant, et pourquoi? Alors, voilà. Donc, la première phrase, qui est longue, là aussi j'ai allégé mon écriture. Une analyse de l'inscription de l'écrivaine contemporaine Luisa Valenzuela dans l'espace littéraire argentin implique nécessairement d'envisager, depuis la perspective des études féministes, le fonctionnement des rapports de genre dans le champ littéraire, afin de porter au jour la problématique de la construction d'une position d'énonciation autorisée pour les femmes en littérature. Bon. Alors, qu'est-ce que tu en intéressant. penses? Là, ce qui me saute aux yeux, c'est
c'est tout le travail d'autorisation, en fait, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Une analyse de Luisa Valenzuela implique nécessairement d'envisager ce sujet depuis les études de genre. Donc, voilà, c'est intéressant parce que il y a une stratégie énonciative, quoi. J'adopte une sorte de position d'autorité en ouvrant avec une assertion qui est pas du tout évidente, en fait. C'est pas du tout communément admis, encore moins à cette époque-là, que pour analyser l'œuvre d'une écrivaine, il faut forcément s'inscrire dans un cadre d'études de genre parce que sinon on passe à côté de beaucoup de choses. Donc il y a tout un travail d'autorisation de mon propre discours. Voilà. Et Et c'est donc là, intéressant parce que tu te fais rire toi-même, là, quand tu lis ah cette oui, je me phrase. fais rire moi-même parce que implique nécessairement, c'est là j'essaye de, on voit tout le travail qui essaye de parer la potentielle, le potentiel procès en légitimité d'analyser un texte littéraire depuis les études de genre. Voilà, Donc, attends, encore pire. Va à la dernière phrase. Lis-moi la dernière phrase. ah, alors, la dernière phrase. Peut-être que j'en remets une couche, je sais pas. J'allais te dire, impliquait donc nécessairement. Alors, la dernière phrase, j'essaye de trouver le début parce qu'elle a l'air longue. Nanana. Je cherche le début, hein, pour de vrai, elle est très. Vas-y, vas-y, cherche, cherche. Alors, donc, voilà. Alors, bah, là, en fait, la fin, je finis sur les débats internes aux polémiques féministes. Hein. Je dis, à un autre niveau interne à la critique littéraire féministe, nous souhaiterions que la recontextualisation des conditions de possibilité d'accès des autrices argentines au champ de production restreinte que nous avons proposé participe à la révision des jugements dépréciatifs et victimisants que nous portons parfois sur les revendications identitaires des femmes en littérature, en réduisant la mobilisation stratégique du féminin ou encore leur usage tactique de la différence à des dérives essentialisantes. Voilà. Donc, je Bon, alors, termine sur... elle te Ouais. fait rire celle-là ou pas? Non, elle me fait moins rire parce elle est plus nuancée, elle est plus dans la finesse hein, et elle est plus dans la nuance surtout. C'est-à-dire qu'elle est dans une posture qui est déjà une posture de distance par rapport à ce que moi-même je propose, puisque je fais une critique de l'essentialisme dans ma thèse et que je termine en disant que ben, l'essentialisme il est parfois stratégique et que à une certaine époque, revendiquer le féminin, c'était une porte d'entrée stratégique dans le champ. Donc, elle me fait moins rire parce qu'elle est plus complexe. Je comprends très bien. Bon, écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien et d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup à toi.